Bonjour Michel Goldman, merci de nous avoir rejoints à Genève pour cet entretien. Merci à vous de votre invitation qui me donne l'occasion, à ce moment très particulier de l'histoire des vaccins, de partager mes préoccupations sur l'hésitation vaccinale. En effet, à l'heure où Robert Kennedy Jr. vient d'être désigné à la tête de la santé aux États-Unis, quelles conséquences pourrait avoir cette nomination selon vous sur la santé des 335 millions d'habitants des États-Unis ? Je pense qu'il faut d'abord indiquer que cette nomination s'accompagne de la nomination d'autres personnalités avec le même profil dans les domaines de la santé, dans les domaines de la recherche médicale. Il y a aujourd'hui énormément de préoccupations sur les conséquences, d'abord sur la santé des citoyens américains, en particulier les citoyens les moins favorisés, qui ont déjà parfois des difficultés à avoir des accès faciles aux vaccins, à les voir remboursés comme il se doit. Et donc, je crois aussi que l'ensemble de ces nominations risque de porter un très mauvais coup à la vérité scientifique dans le domaine de la médecine. La principale caractéristique d'un vaccin était d'être administré à des personnes en bonne santé, finalement. Est-ce que vous pensez que ça pourrait expliquer la méfiance qu'on découvre souvent dans la population vis-à-vis des vaccins? Alors vous avez raison, les vaccins, c'est une forme de prévention qui est particulièrement efficace. Et il faut quand même rappeler que les vaccins représentent finalement sans doute le plus grand succès de la médecine moderne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, les préoccupations sur les effets secondaires des vaccins, finalement, elles ont toujours existé et elles sont liées au fait que, effectivement, les vaccins, la plupart du temps, peuvent entraîner pendant quelques jours des effets secondaires qui sont en fait tout à fait bénins, qui passent rapidement. Et c'est vrai que depuis que les vaccins ont été découverts à la fin du XVIIIe siècle par Jenner, eh bien, dès le début, en fait, il y a eu des mouvements qu'on peut qualifier d'anti-vax, avec des caricatures sur les effets possibles des vaccins, notamment ceux qui étaient préparés contre la variole. Et il faut savoir que ceci a des conséquences très importantes parce que si on prend l'exemple de la rougeole qui, disons, sauve 2 à 3 millions de vies dans le monde, le vaccin contre la rougeole, il faut savoir que cette protection n'existe que si un nombre suffisant d'enfants sont vaccinés. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Et donc, l'hésitation vaccinale, les mouvements anti-vax font diminuer ce qu'on appelle la couverture vaccinale, et ceci va avoir des conséquences très importantes, notamment pour les enfants qui, pour une raison ou une autre, ne répondent pas comme il faut au vaccin. Et ça explique la résurgence de foyers de rougeole, y compris dans des pays comme les nôtres, y compris la Suisse, simplement parce que cette couverture vaccinale n'assure pas cette immunité collective et cette protection de l'ensemble des enfants. Et globalement, quel bilan peut-on tirer des vaccins actuellement dans le monde? Alors, les vaccins dans le monde sauvent des millions de vies, en particulier les enfants des pays, disons, défavorisés. Parmi les enfants des pays défavorisés, je pense qu'il faut rappeler, puisque tout ce débat a été largement alimenté par la pandémie du Covid-19, il faut quand même rappeler que même si ces chiffres font l'objet de discussions, qu'on estime rien qu'en Europe que c'est de l'ordre de 1,5 million de vies qui ont été sauvées grâce au vaccin. Ça, c'est pour le Covid, mais si on prend les maladies infantiles, j'ai parlé de la rougeole, on pourrait parler d'autres maladies infantiles,
qui touchent soit le système respiratoire, soit le système digestif, eh bien, c'est vraiment une protection indispensable à la santé globale dans le monde. Il y a une nouvelle génération de vaccins, ces vaccins à ARN messager, vous y avez fait allusion par rapport au Covid. Quels espoirs suscitent ces nouveaux vaccins ? Alors, il faut bien voir que ces vaccins ARN messagers, c'est une véritable révolution. Il faut aussi savoir que si ces vaccins ont été développés, en tout cas la phase finale de leur développement a été très rapide, ces vaccins en fait sont étudiés depuis une dizaine d'années. Ils avaient déjà fait l'objet d'essais d'ailleurs chez l'homme il y a plusieurs années. Alors, c'est important puisqu'on a tout fait pour s'assurer de leur efficacité, de leur sécurité. Pour ce qui est de leur efficacité, sur quoi il faut évidemment insister, ce sont des vaccins qui induisent une très importante réponse immunitaire qui va permettre de se défendre efficacement contre les maladies infectieuses. Ils ont un autre intérêt, c'est qu'ils peuvent être développés très rapidement dès que l'on connaît la séquence génétique, en particulier du virus qui serait la cause de la maladie infectieuse que l'on veut cibler. Enfin, le fait qu'ils puissent être développés très rapidement et avec des conditions d'efficacité que j'ai rappelées, a conduit à étudier aussi ces vaccins dans d'autres contextes que les maladies infectieuses, en particulier le cancer. Et dans le domaine du cancer, ces vaccins aujourd'hui sont considérés comme vraiment un espoir majeur. Ces vaccins ont été critiqués par certains scientifiques isolés qui ont fait l'hypothèse que ça développerait des turbocancers. La communauté scientifique dans son ensemble réfute cette hypothèse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement pour quelles raisons ? Écoutez, je pense que cette hypothèse repose sur des associations qui étaient prévisibles. Lorsque l'on vaccine en masse, les grandes campagnes de vaccination, on vaccine des milliers, des millions de personnes, il faut s'attendre à ce que, simplement par le fait du hasard, de la coïncidence, disons, il y ait des sujets vaccinés qui développent effectivement des complications, par exemple dans le domaine du cancer, mais on pourrait aussi citer certaines maladies auto-immunes, qui en fait n'ont rien à voir avec le vaccin. C'est simplement, si vous voulez, une coïncidence dans le temps. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a bien vu avec le Covid-19, qu'on avait déjà vu antérieurement avec la sclérose en plaques, en particulier en France. On avait lancé une campagne de vaccination massive et on avait incriminé ce vaccin dans des cas de sclérose en plaques. Là aussi, des études ont pu démontrer que c'était en fait des coïncidences. Et je pense que c'est vraiment très important de pouvoir expliquer ça au grand public. Ça n'est pas évident. Ceci dit, on ne peut aujourd'hui exclure que dans des cas tout à fait exceptionnels, rarissimes, il y ait effectivement des complications de la nature que vous avez évoquées. Le problème, c'est que les systèmes de surveillance, de pharmacovigilance habituels sont incapables de faire cette démonstration, tellement ces événements sont rares et exceptionnels. Et bon, il y a encore certainement des recherches à mener, mais qui ne vont certainement pas avoir d'influence sur le bénéfice majeur des vaccins que je rappelais. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait aider à améliorer les vaccins et notamment à recenser ces effets secondaires ? Alors, c'est clair que l'intelligence artificielle va être très importante, à la fois pour étudier de façon précise leur efficacité, mais aussi leur sécurité.
Et je peux vous dire que l'Agence européenne du médicament investit beaucoup dans l'intelligence artificielle pour mieux suivre les effets des vaccins. Je pense que c'est important, notamment pour détecter des effets qui seraient tout à fait exceptionnels. Et je pense que c'est aussi important pour rassurer le grand public, de démontrer que les autorités réglementaires, ceux qui ont en charge finalement la protection des populations, tirent parti des technologies les plus récentes pour effectivement s'assurer avec la plus grande précision de la nature des effets des vaccins. En Europe, les gens traversent parfois quotidiennement les frontières. Est-ce qu'il existe un espace Schengen de la lutte contre les maladies infectieuses? Bon, alors là, je pense que ce qu'il faut d'abord expliquer, c'est que de façon générale, les médicaments, les vaccins qui sont mis sur le marché en Europe doivent préalablement être approuvés par la Commission européenne qui le fait sur base d'un avis de l'Agence européenne du médicament, qui est une structure très importante qui fait intervenir des experts de tous les pays européens. Ceci dit, l'Agence du médicament va recommander l'approbation d'un médicament ou d'un vaccin, mais disons n'a pas d'influence sur le délai entre cette approbation et la mise sur le marché, et n'a pas non plus d'influence sur les conditions de remboursement. Et donc là, il y a encore un effort très important à faire pour une meilleure harmonisation en Europe. Ceci dit, dans le cas des vaccins Covid, la Commission européenne a pris une initiative qui a été très importante pour assurer une couverture vaccinale à travers l'Union européenne, qui a été de précommander aux fabricants de vaccins des doses avant même que l'on sache si ces vaccins seraient utilisés, seraient efficaces, pour diminuer les risques des industriels. Et de cette façon, effectivement, si vous voulez, on a pu assurer disons, un accès harmonieux à travers l'Europe aux vaccins. Pour en revenir à la politique américaine qui fait un peu l'actualité ces jours-ci, notamment en matière de vaccins, est-ce que le retrait des Américains de l'Organisation mondiale de la santé va avoir des conséquences néfastes au niveau mondial pour la lutte contre les maladies infectieuses? Alors ça, c'est certain, et je pense que les conséquences vont être très importantes. C'est encore aux États-Unis qu'on évoque l'autisme comme une conséquence de la vaccination contre la rougeole, et on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Des études l'ont démontré, la revue qu'il a publiée a confirmé que c'était une pure invention. Mais ceci dit, le retrait de l'OMS va avoir des conséquences très importantes. D'abord financières, puisque les États-Unis interviennent à hauteur de 16% du budget de l'OMS, mais ils trouvent qu'ils ne contrôlent pas suffisamment l'organisation. Mais donc cette réduction du budget va avoir des conséquences très importantes. Ensuite, il faut rappeler que les maladies infectieuses ne connaissent pas de frontières. Et donc, il est clair que les recommandations faites par l'OMS doivent s'appliquer partout dans le monde. C'est le concept de santé globale. Je pense aussi qu'il est très important de rappeler que parmi les experts qui siègent dans les comités de l'OMS, eh bien, il y a pas mal d'experts américains. Donc là, on va perdre beaucoup de compétences et il faut craindre effectivement une désorganisation de cette institution qui est tellement importante pour la protection de la santé au niveau mondial. On le constate, l'inquiétude est à l'ordre du jour en ce qui concerne la lutte contre les maladies infectieuses. Merci Michel Goldman. Bonjour Bernard. Bonjour Cécile. Le fait que l'administration d'un vaccin soit rendue parfois obligatoire ne pose-t-il pas un problème d'un point de vue éthique? Est-ce que ce n'est pas une atteinte au principe du consentement éclairé du patient? Bien, la façon dont la question est posée, effectivement,
dresse immédiatement une sorte d'opposition entre deux principes de la bioéthique, qui est celui de l'autonomie et donc du consentement libre et éclairé du patient, même s'il n'est pas encore patient quand il se fait vacciner, et puis la bienfaisance, hein, puisque le vaccin, comme ça a été rappelé par Michel Goldman, est une des inventions médicales qui a sauvé le plus de vies sur Terre. Peut-être avec les antibiotiques, on peut discuter, hein, je veux dire, mais effectivement, c'est extrêmement efficace. C'est d'ailleurs un peu paradoxal, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, que ce soit peut-être les deux procédures médicales qui sont le plus contestées, le plus discutées, comme si l'être humain, de certaine manière, une espèce de masochisme de vouloir, disons, mettre en doute ce qui pourtant lui amène le plus de bien. Cela dit, c'est vrai que dans notre manière de concevoir l'éthique médicale, on ne peut jamais sacrifier les droits fondamentaux des patients, et notamment donc, le droit à disposer de son propre corps, à ne pas être vacciné sans son consentement. On ne peut pas donc le sacrifier à des buts sociaux, comme la santé publique, qui relèvent plutôt de la bienfaisance. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, l'obligation de vacciner n'est pas véritablement acceptable dans notre conception libérale, c'est-à-dire basée sur le droit humain des choses. Et en Suisse, on est très libéral hein, de ce point de vue-là, et ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait aucun vaccin, ou pratiquement aucun vaccin qui soit obligatoire. Cela dit, on souligne aussi, si chacun, dans le fond, est libre, autonome et, dans le fond, décide ce qu'on lui fait et ce qu'il peut faire, on admet aussi que notre liberté est limitée par le fait qu'on ne doit causer de préjudice à personne. C'est John Stuart Mill hein, qui avait souligné ce principe-là, le principe de non-nuisance. Évidemment, là, on peut dire que si je refuse la vaccination, je vais mettre en danger d'autres personnes. Hein. Ceux qui ne sont pas vaccinés, bon, là, c'est leur choix, mais ceux chez qui le vaccin n'a pas pris. Et là, je pense qu'effectivement, l'argument, en tout cas, a un certain poids. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut faire une pesée des intérêts, et ce ne sera pas la même chose pour des maladies très graves, comme la variole, comme la diphtérie, et des maladies comme la grippe, voire même le Covid. Et je pense que d'ailleurs, chaque pays va sans doute décider un petit peu différemment. Concernant un autre principe démocratique qui est la liberté d'expression, on a vu des théories étranges circuler sur les réseaux sociaux, notamment concernant la santé. Je prends par exemple le conseil de boire de l'eau de Javel pour lutter contre le Covid. Et il y a aussi eu de la désinformation en ce qui concerne les vaccins. Que peut-on faire pour lutter contre cette désinformation sans entraver la liberté d'expression de manière exagérée? Oui, alors moi je suis un partisan de la liberté d'expression. Et dans le fond, la liberté d'expression, ça implique qu'on puisse dire des choses déraisonnables et qu'être irrationnel n'est pas un crime. Dieu merci, parce que sinon on serait tous en prison. Cela dit, il est vrai que boire de l'eau de Javel est non seulement déraisonnable, mais on pourrait utiliser des termes un peu plus forts. Mais ce n'est pas la seule irrationalité en médecine. On peut penser aussi que ceux qui recourent à l'homéopathie se comportent de manière déraisonnable, vu le résultat des études, mais ce n'est pas évidemment le même risque. Hein. Boire de l'eau de Javel, probablement que la personne qui le ferait serait plus là très longtemps pour en parler. Avaler des granules de sucre est sans conséquence. Donc, il y a de l'irrationalité dans l'être humain, il y a des mauvaises informations. Comment lutter contre? Alors évidemment, la réponse simple, c'est de dire il faut donner une information objective. Le problème, c'est que personne, ni vous ni moi, ne sommes capables de vérifier la fiabilité de toutes les informations qu'on reçoit. Et dans le domaine vaccinal, on l'a bien vu dans les débats, ça a été rappelé par Michel Goldman, hein, depuis Jenner on en discute, mais même avant la vaccination, quand il y avait l'inoculation contre la variole, eh bien, Voltaire s'en fait l'écho dans son dictionnaire philosophique en disant que les Anglais sont pour, les Français sont contre. Hein. Donc les débats sont là dès le départ. Et plus récemment, on a entendu plein de choses, alors ça a été aussi rappelé par Michel Goldman, il y a même un tribunal en France qui a donné des dommages et intérêts à une personne qui aurait eu une maladie auto-immune suite à une vaccination. Donc les gens sont un peu déboussolés. Et surtout, on vaccine pas mal les enfants. Les parents sont quand même très soucieux du bien de leurs enfants, et Dieu merci. Et évidemment, faire courir un risque à leur enfant pour un bénéfice incertain, c'est difficile.
Et ce qui se passe, c'est comme on ne veut pas vérifier l'origine des... Enfin, on ne peut pas tout vérifier ce à quoi on croit, on est obligé de faire confiance. Et là, évidemment, on fait confiance parfois à des personnes qui ne sont pas vraiment dignes de confiance. Et là, je trouve effectivement qu'on est dans une situation un peu difficile, d'autant plus que c'est bien gentil de dire qu'il faut informer les gens objectivement, mais l'être humain est pétri de biais cognitifs. Hein. Notamment, on a quand même tendance à trier les informations, à ne croire que les informations qui vont dans notre sens, à confondre la causalité et la corrélation, hein. À croire que si on se comporte bien, si on se nourrit bien, si on fait de la course, on va échapper à toutes les maladies. Enfin, on a toute une série de biais qui rendent difficile l'information. Je pense que ce n'est pas une raison pour rendre les armes, bien au contraire, mais il faut se rendre compte que la tâche est extrêmement difficile. Bon, dans le domaine des vaccins, les médias ont pris pour habitude d'opposer les anti-vax aux pro-vax. Est-ce que cette polarisation du débat, qu'on rencontre que dans ce débat-là sur la vaccination, dans d'autres domaines de la médecine comme la lutte contre le cancer, on n'a pas ce débat très polarisé. Est-ce que ça ne nuit pas globalement à la situation et au dialogue scientifique nuancé qui devrait pouvoir prendre place? Alors je pense que ça nuit, mais alors peut-être en médecine c'est un lieu particulier, mais si on prend la vie humaine, on pense continuellement par dichotomie. Il y a les technophiles et les technophobes, il y a la droite et il y a la gauche, enfin on pourrait multiplier. Et ça c'est un autre biais de l'être humain, c'est que pour se simplifier la tâche, il pense par dichotomie, et ça permet de penser beaucoup plus vite. Daniel Kahneman, qui est un psychologue économiste, a montré qu'on a deux types de raisonnement. Le type système 1, où on se fie à nos intuitions et ça va rapidement, mais évidemment, on risque beaucoup de se tromper. Le système 2, qui est le fait d'utiliser la réflexion, qui est exactement ce qui caractérise la méthode scientifique, hein, qui consiste effectivement à mettre ses croyances à l'épreuve des faits. C'est la seule méthode qu'on ait trouvée jusqu'à maintenant qui nous donne des connaissances générales et fiables. Et dans le fond, ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, et là c'est un peu inquiétant aussi, cette espèce de scepticisme qui se développe chez certains vis-à-vis de la science. D'ailleurs, la science, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, il faudrait plutôt parler de méthode scientifique. Et effectivement, là aussi, c'est une source de soucis. Merci Bernard pour cet éclairage. Merci Cécile.